Kevin a toujours pensé avoir l'étoffe d'un photographe, alors en voyant les lampes à la brocante, comment résister? Ce n'étaient pas des lampes de chevet, mais des lampes de photographe professionnel, qualité studio. Elles allaient, pensait-il, faire passer sa photographie au niveau supérieur. Pour la modique somme de $200, Kevin a chargé les lampes à l'arrière de sa voiture et est rentré chez lui. Ce fut une matinée bien employée. Il n'aurait jamais imaginé qu'à cause de cette décision, d'ici 6 mois, il serait mort. Kevin avait toujours été du genre timide, anxieux socialement, maladroit. On pourrait même dire qu'il se sentait seul. Il ne savait pas comment parler aux gens, mais la photographie pourrait l'aider. S'il apprenait à prendre de belles photos, il serait un atout pour quelqu'un. Ses pensées lui trottèrent dans la tête. En rentrant chez lui, il commença à installer les lampes dans son sous-sol, les brancha et actionna l'interrupteur. Un éclat impressionnant traversa la pénombre de son sous-sol. Un enchevêtrement de formes étranges et d'ombres se projeta sur le mur de briques nues. Peut-être devait-il nettoyer les ampoules, pensa-t-il. C'est ce qui arrive quand on veut économiser et qu'on achète d'occasion. Mais c'était un début. Aussi fascinantes que soient les formes étranges des ombres, il savait que quelques projecteurs professionnels ne suffiraient pas à transformer son sous-sol en studio photo. Le lendemain, il a acheté une toile blanche et l'a placée devant son mur. C'était le fond parfait pour prendre des photos bien plus professionnelles. Mais lorsqu'il a reculé pour y regarder de plus près, il a failli avoir une crise cardiaque. La silhouette d'une femme semblait se dessiner sur la toile. Elle était dans une pose tendue qui semblait faite pour mettre en valeur les courbes de son ombre. Était-ce un jeu de lumière ou était-il en train de devenir fou? Kevin recula encore pour essayer d'avoir une meilleure vue, mais non. Aussi sûr qu'il pouvait l'être de quoi que ce soit dans ce monde, il était certain que c'était l'ombre d'une femme. Peut-être que c'était encore un effet de la position de la caméra. Il essaya de déplacer les lampes, mais la femme restait là, tenant toujours exactement la même pose séduisante. À ce moment-là, il avait l'impression que la seule solution était de quitter le sous-sol et simplement d'éviter d'essayer d'accepter tout ce que cela impliquait sur sa nouvelle réalité. Mais le lendemain, lorsque la curiosité l'emporta, il redescendit les escaliers du sous-sol et la vit là. Cette silhouette, cette ombre, projetée sur la toile, cette belle impossibilité et, étrangement, autour d'elle. Il ne se sentait plus aussi maladroit ni aussi seul. Aucune part de lui ne voulait éteindre les lampes pour la faire disparaître. Cette idée lui semblait insensée. Au lieu de cela, chaque matin, il descendait au sous-sol et passait quelques heures avec l'ombre. Il lui parlait, partageait ses frustrations, ses secrets. Cela ne lui paraissait même pas étrange jusqu'à ce qu'un mois soit presque écoulé. Puis, les choses commencèrent à changer. Il fut stupéfait de constater que, pendant sa routine matinale pourtant d'une régularité immuable, l'ombre avait commencé à bouger. Elle se tordait et se contorsionnait dans des poses étranges, comme si elle était en plein shooting photo. Posait-elle pour lui, l'invitant à l'immortaliser? Il prenait photo après photo tandis qu'elle posait pendant des heures. C'était grisant, mais il n'avait toujours aucune idée de tout ce qui l'attendait. Car dans les jours qui suivirent ses premiers mouvements étranges et maladroits, elle développa toute une gamme de mouvements. Elle jouait des scénarios bizarres, comme dans un étrange one-woman show lugubre. Elle semblait parler à des personnes qui n'étaient pas là, se promener, participer à des activités avec des objets invisibles. Kevin était fasciné, captivé. C'était comme son propre feuilleton personnel qui se déroulait dans son sous-sol à regarder cette femme ombre vivre sa vie solitaire d'ombre. Il ne pouvait s'empêcher de se voir lui-même et de voir ses propres difficultés à nouer des liens reflétés en elle. Il savait que cela paraissait triste, peut-être même délirant, mais c'était presque comme s'il la connaissait mieux que n'importe qui d'autre, même s'il n'avait jamais parlé ou vraiment interagi. Au fil des mois, il se sentit encore plus proche d'elle, tellement investi dans sa vie étrange et impossible qui se déroulait entièrement sur la toile dans son sous-sol. Il était surpris qu'elle prenne parfois des photos elle-même avec un appareil photo. C'était comme si tous les deux étaient faits pour être ensemble, des âmes sœurs séparées par une couche anormale de la réalité. Tout a changé un matin lorsqu'il est descendu au sous-sol et a vu que sa chère femme de l'ombre n'était pas seule. Il y avait une autre silhouette avec elle, immense et masculine, avec de grandes cornes qui sortaient de sa tête. La silhouette le mettait mal à l'aise, mais la femme dans l'ombre ne semblait pas effrayée. Ils semblaient parler, rire, danser et marcher main dans la main ensemble. Kevin ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu trahi, mais tout cela était devenu une si grande partie de sa vie. Maintenant, il ne pouvait plus revenir en arrière. Il ne pouvait pas simplement arrêter de regarder.
Peut-être aurait-il survécu s'il l'avait fait. Dans les semaines suivantes, il observa la situation se détériorer dans la pénombre de son sous-sol. D'autres hommes ombres surgirent, avec cornes et longs doigts. Tous entouraient la femme ombre, mains avides et affairées, ce qui rendait Kevin malade. Un jour, il se rendit compte que tout cela était bien plus sinistre qu'il ne l'avait jamais imaginé le matin où Kevin était mort. En entrant dans la cave, il vit les hommes ombres cornus attaquer la femme ombre à laquelle il s'était tant attaché. Leurs formes longues et déchiquetées entourèrent la femme, qui ne pouvait les arrêter. Cela donna le vertige à Kevin. Il chancela en reculant vers les escaliers, une main à la rampe. Mais avant qu'il ne puisse sortir en courant du sous-sol, il vit toutes les têtes des hommes cornus se tourner vers lui. C'était la première fois que quelque chose dans les ombres le remarquait, et désormais il ne pouvait plus le quitter des yeux. Kevin n'avait ni amis proches, ni lien avec ses voisins. C'est pourquoi, lorsque les hommes cornus se sont jetés sur lui, le traînant à nouveau dans les escaliers du sous-sol, leurs griffes s'enfonçant dans sa peau, personne ne l'a entendu crier. Personne ne viendrait jamais en aide. Quel est le plus que tu aies perdu à un vide-grenier? Si jamais tu fais une vraie bonne affaire sur 2 lampes photo, tu pourrais bien perdre la tête, puis la vie. Ainsi fonctionne SCP-205. Également connues sous le nom de lampes d'ombre dans le langage courant, ces lampes semblent être hantées, portant l'empreinte psychique indélébile des mois précédant la mort atroce d'une femme malheureuse. Afin de protéger le monde contre certains des effets les plus délétères de cette anomalie, nous devons comprendre du mieux possible comment elle fonctionne. Nous devons aussi savoir comment la Fondation pourrait la contenir. Et que s'est-il exactement passé pour la femme dont l'ombre est forcée de rejouer sa terrible mort encore et encore, sans fin? Les 2 lampes, désignées dans les dossiers officiels comme SCP-2051 et SCP-2052, sont complètement identiques jusqu'à leur numéro de série. Lorsque les 2 lampes sont allumées et alimentées, elles projettent une lumière anormale capable de traverser n'importe quel objet, sauf une grande surface blanche et unie, comme un écran de photographe ou même un simple mur blanc. Et au début, l'image est invariablement la même, la silhouette ombragée d'une femme, souvent dans des poses provocantes. Cette marionnette d'ombre très détaillée va alors entamer un cycle de 6 mois, représentant les 6 derniers mois de la vie d'une femme vraisemblablement réelle, comme mentionné précédemment. Et ces cycles se terminent toujours de manière particulièrement macabre à la fin d'avril et d'octobre. L'image statique de la femme ombre dans une pose provocante ne reste ainsi que pendant le premier mois, peut-être représentant une pose réellement adoptée par son équivalent en chair et en os lors de sa probable carrière de mannequin. Au cours de la dernière semaine de ce premier mois, la femme ombre commencera à bouger légèrement, donnant l'impression qu'elle transfère son poids d'un pied sur l'autre, mal à l'aise, un tic nerveux. À la fin du premier mois calendaire, la femme ombre passera 8 heures à exécuter une série de poses comme si elle participait à une séance photo invisible avant d'être libérée de sa stase. Et pendant les 5 mois suivants, elle bougera constamment, ce qui ressemblera presque à la pantomime la plus acharnée du monde. L'ombre vaque à la vie quotidienne de la femme, qui semblait avoir été à la fois mannequin et photographe. La plupart des objets avec lesquels elle interagit n'apparaîtront pas non plus dans l'ombre, mais quelques-uns des plus importants, comme son appareil photo, semblent faire exception. D'après ce que l'on peut extrapoler de son comportement mimé, il semble que la femme avait une vie sociale florissante, pleine de relations relativement superficielles, cachant un profond puits de solitude sous la surface. Au cours des 5 premiers mois, elle n'a qu'une seule interaction intime, un exemple frappant de la façon dont cette femme était réellement déconnectée des autres. Et c'est précisément ce genre de solitude et de vulnérabilité qui semblait faire d'elle une cible. En avril et en octobre, de nouveaux personnages font leur apparition pour la première fois. Ce sont les figures cornues, avec leur physique masculin presque exagérément comique. Toujours un seul au départ, il échange cordialement avec la femme durant une fête ou un événement social. Le langage corporel de la femme ne montre pas de nervosité face à ce personnage, suggérant qu'elle ne perçoit pas tout ce que nous voyons. Puis commence une relation entre l'ombre cornue et la femme, car il semble la courtiser, l'emmener à des rendez-vous, la couvrir d'attention et de dîner, et s'engager dans, disons-le, des rencontres plus intimes. Pendant que j'ai votre attention, pour mieux comprendre la normale, je vous recommande de consulter le Patreon du Dr Bob. Pour une petite somme, non seulement vous soutenez la poursuite de mes enquêtes ici sur cette chaîne, mais vous pouvez aussi accéder à du contenu exclusif comme des miniatures, des croquis de concepts et des versions non censurées, des épisodes que nous ne pouvons pas montrer ici sur YouTube.
Vu jusqu'où cette anomalie peut aller dans l'horreur, inscrivez-vous pour découvrir une vérité peu compatible avec YouTube. À un certain moment, la créature cornue présentera la femme à d'autres de son espèce, ou, une fois de plus, elle ne montrera aucun signe de détresse. Ces autres resteront autour d'eux en permanence, à partir de ce moment-là, jusqu'au moment où, invariablement, elle prendra une photo des créatures cornues avec son appareil photo Polaroid. Quelque temps après cela, la femme ombre développera la photo. À ce moment-là, dès qu'elle regardera la photographie, elle semblera pousser un cri d'horreur et tentera de s'enfuir, s'enfermant derrière une porte verrouillée. Ce qui suit n'est rien de moins qu'un cauchemar abject. Les hommes cornus reviendront et tourmenteront sans relâche la femme de l'ombre pendant la dernière semaine d'avril ou d'octobre. Même après que leurs attaques semblent l'avoir tuée, ils continuent à l'assaillir sans relâche, sans montrer la moindre honte, culpabilité ou remords. Et si quelqu'un s'aventure dans les environs pendant cette période sauvage et terrifiante, il risque fort d'être la prochaine cible. Cela conduit toujours à une mort sauvage et douloureuse pour l'intrus, ainsi que pour la femme de l'ombre, lorsque les hommes de l'ombre cornus s'abattent sur eux avec une violence implacable et insatiable. Le dernier jour du cycle, avant le renouveau, les ombres des hommes cornus grandiront, comme si elles approchèrent de la lumière. Ils finiront par étouffer la lumière du SCP-205 dans l'obscurité, provoquant la défaillance des lampes. Peu importe les procédures mises en place pour les maintenir en fonctionnement, c'est le moment le plus dangereux pour se trouver en présence du SCP-205 lorsque le pouvoir des ombres est véritablement absolu. Mais si vous êtes encore là à ce moment-là, j'ai bien peur qu'il soit probablement déjà trop tard. Face au danger évident et au caractère effrayant de cette anomalie, le personnel de la Fondation a pris un maximum de précautions pour élaborer des méthodes de confinement. 205 a reçu la classe de confinement Euclide. Actuellement, ils sont tous deux gardés dans la chambre 52 du site 23 alimentés en électricité et autorisés à rejouer leur sinistre histoire sur le mur blanc, pour que chacun dans la chambre d'essai attenante puisse voir. Le personnel de maintenance et des pièces de rechange, comme des transformateurs ou des ampoules, sont gardés à proximité. Si une lampe tombe en panne ou fonctionne mal, lors des phases finales du processus en avril et octobre chaque année, toute maintenance est suspendue, ainsi que l'autorisation pour le personnel de recherche ou de garde d'entrer dans la chambre si elle devient totalement sombre. Cependant, personne n'est autorisé à y entrer, et quiconque le fait est considéré comme perdu. La chambre doit rester totalement sombre pendant au moins 30 jours avant qu'un membre du personnel de sécurité puisse y entrer, pour des raisons de sécurité. L'obscurité totale de la chambre d'essai est considérée comme le plus grand danger de cette anomalie. Lorsqu'une maintenance est effectuée, il est crucial qu'une seule des lampes soit éteinte à la fois. Si les deux sont éteintes accidentellement, la même procédure s'applique. L'accès à la chambre est interdit pendant 30 jours en raison du danger potentiel que présente SCP-205 pour le personnel de la Fondation. La recherche sur sa nature et ses capacités ne se poursuivra que sous réserve d'un examen par le Conseil O5. Une fois l'autorisation donnée de cesser les recherches, l'alimentation des lampes sera coupée. Après 30 jours d'attente, elles seront récupérées et stockées définitivement sans jamais être rallumées. À un certain moment, les risques potentiels dépassent ce que nous avons à y gagner. L'ampleur du risque est devenue évidente lors de ce que l'on appelle maintenant l'incident 20576B, quand l'une des ampoules des lampes a grillé. À la fin du mois d'octobre, un chercheur junior a ouvert la porte de la chambre 52, espérant entrer et changer l'ampoule. Alors que les hommes cornus attaquaient la femme ombre éternellement condamnée, cependant, dès que la porte s'est ouverte, c'était comme si quelque chose dans l'atmosphère avait changé. Ils se sont arrêtés, et toutes les silhouettes d'ombres cornues ont semblé lever la tête et tourner leur regard sans visage vers le chercheur. Il a ressenti une terreur écrasante, comme si leur pure malveillance avait flotté dans la pièce, telle une mauvaise odeur. Sagement, avant qu'une ombre ne bouge. Et croyez-moi, elle se déplace bien plus vite que vous ne l'imaginez. Il s'est précipité dehors et a claqué la porte. Ses supérieurs l'ont d'abord accusé d'insubordination pour avoir refusé de rentrer avant d'apercevoir les silhouettes cornues qui le regardaient par la fenêtre d'observation. Ils sont restés là à attendre et fixer du regard pendant 3 heures, espérant que quelqu'un rentrerait. Ils se sont lassés et sont retournés attaquer l'ombre féminine. Par la suite, d'autres incidents de défaillance technique ont eu lieu lors des dernières étapes des 205 cycles. Je soupçonne fortement qu'après ce premier incident, les figures cornues cherchent à attirer le personnel de la Fondation à l'intérieur.
Nous ignorons toujours l'identité exacte de ces entités et approfondir les recherches pourrait mettre d'autres vies en danger. Tout ce que nous pouvons déduire du récit tragique d'une femme dont nous ne connaîtrons jamais le nom, c'est qu'au début, ils peuvent sembler humains, voire même charmants. Mais avec le temps, vous commencerez à les voir pour ce qu'ils sont vraiment, jusqu'à ce qu'un coup d'œil à une photographie révèle que tout ce que vous pensiez savoir est faux. Mais à ce moment-là, il est alors toujours trop tard, n'est-ce pas? Pour soutenir ma mission ici chez Dr Bob, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Et dites-moi dans les commentaires quelles autres anomalies vous aimeriez que je couvre. En attendant, pour plus d'horreur, regardez SCP-747 Children and Dolls.